principales régions de la France de l'Ouest, la Bretagne est la partie péninsulaire du massif armoricain. Bordée à l'ouest et au sud par l'océan Atlantique, au nord par la Manche, la Bretagne connaît un climat océanique, ce qui lui vaut des températures assez clémentes, aux écarts peu marqués. Des plantes, inattendues sous cette latitude, peuvent y croître en pleine terre, à condition toutefois d'être abritées des vents venus des espaces océaniques. Au printemps et à l'automne, des tempêtes violentes agitent la surface de la mer. Les vents d'ouest balaient la côte et influent sur la végétation jusque dans l'intérieur des terres. Favorisés par l'homme, les vastes landes de graminées, de genêts et d'ajoncs frémissent à leur souffle. Mais le climat océanique, c'est aussi de l'humidité. Dépassant à peine 1 mètre dans l'année, les pluies tombent en averses fines ou crachins. Et parfois, sur la côte, une brume épaisse estompe tous les contours, rendant plus périlleux le travail des pêcheurs. Le relief de la Bretagne est peu élevé, 384 mètres au mont d'Arrée, qui en possède le point culminant. Les monts d'Arrée sont formés de roches dures et variées, où dominent les grès et les schistes. La chaîne de collines s'allonge de l'ouest à l'est. Du sommet des monts d'Arrée, on a un bon point de vue vers le nord, où s'étendent les plateaux du Léon. Ces surfaces presque horizontales couvrent une grande partie de la Bretagne, mais elles sont fréquemment coupées de vallées encaissées, comme au sud celle de l'Odet, qui franchit en gorge le plateau de Cornouailles. Partout, de multiples rivières, courtes et bien alimentées, stimulent une érosion intense. Parmi les roches qui constituent le sous-sol de la Bretagne, le granit est moins abondant qu'on ne le croit généralement. Il est surtout très attaqué par l'érosion, comme à Huelgoat, où il constitue des chaos spectaculaires. Les boules de granit se dégagent des sables et des argiles humides. Les principales roches du sous-sol breton, les grès et les schistes, donnent aussi des argiles et des sables. Les schistes les plus durs percent le manteau fragile du sol, comme au roc Trefzel dans les monts d'Arrée. La résistance variable des roches, l'activité de l'érosion, expliquent les vallées encaissées. La côte, finement découpée, correspond à ce relief accidenté. En effet, la dernière remontée du niveau de la mer submergea la partie inférieure des vallées, constituant ce que l'on appelle d'un terme espagnol les rias, ou encore rivières. Ce sont d'excellents sites de petits ports. Grâce aux rias, l'influence marine pénètre largement la région côtière. Voici l'une de ces rias, nommée la Laïta, sur la côte sud, entre Quimper et Lorient. Nous sommes à plusieurs kilomètres de la mer. La marée remonte la vallée, noyant les méandres sculptés par l'érosion fluviale. Mais l'envasement y est intense et condamne par suite la grande navigation. Enfin, l'action de l'érosion marine n'est pas négligeable et les tempêtes mettent en relief les roches dures comme les schistes cristallins de Quiberon. Les côtes de la Bretagne sont loin d'être uniformes. Ainsi, au nord, du mont Saint-Michel à la pointe du Raz, des falaises très élevées dominent des plages de galets ou de sable fin. Les falaises de grès de la presqu'île de Crozon, qui ferment la rade de Brest,
atteignent 100 mètres de hauteur. La côte sud ne montre pas d'aussi fiers escarpements. Bien que toujours rocheuse, elle semble plonger vers le large. Les rias y sont extraordinairement ramifiés, comme le golfe du Morbihan. Cette petite mer, ainsi que l'appellent les Bretons, est en réalité un réseau de vallées noyées par la mer. On remarque encore la forme de méandre du chenal principal. Le golfe du Morbihan débouche dans une baie fermée par la presqu'île de Quiberon. La presqu'île de Quiberon est une ancienne île rattachée au continent par un cordon littoral sableux aminci sous l'action des tempêtes. Sur la côte sud de la Bretagne, jusqu'à la Loire, le dépôt des alluvions est considérable. Vieille province, la Bretagne s'adapte peu à peu au rythme de la vie moderne. Ses paysages mélancoliques, ses traditions, sa langue encore parlée dans l'ouest de la péninsule, tout lui compose un visage sévère. Mais, selon les régions, les aspects sont différents. Tout d'abord, l'intérieur, nommé en breton Argoat, s'oppose aux régions littorales. Argoat veut dire le pays des arbres. C'est le bocage, où les champs sont entourés de haies. Les fermes s'y dispersent, souvent solitaires. Un seul bâtiment les compose. Un seul bâtiment au plan simple, rectangulaire, manquant de confort, quoique pourvu d'un puits toujours bien alimenté. L'exploitation suffit aux besoins du cultivateur. Le cidre est fourni par les nombreux pommiers. L'élevage tient une place importante. Le troupeau de vaches laitières revient de la lande voisine. Sous la conduite du plus jeune fils du fermier, il regagne l'étable contiguë au logement familial. Une partie de la production laitière est vendue aux coopératives. Mais la grande affaire, c'est la culture des céréales. Aujourd'hui, jour de battage. Tous les voisins sont venus apporter leur aide au fermier et à sa famille. Le blé occupe la première place dans les cultures. Malgré le climat et le sol ingrat, les rendements sont même assez élevés, au prix d'un travail acharné. La récolte est engrangée sous le toit d'ardoises épaisses. Remarquez aussi la construction des murs, en pierre schisteuse, grossièrement appareillée. Beaucoup de fermes bretonnes sont construites ainsi. La superficie de l'exploitation dépasse rarement 20 hectares. Les champs se groupent alentour de la ferme. Plantés de pommiers, ils comportent souvent plusieurs cultures côte à côte, divers légumes et surtout des pommes de terre de semences sélectionnées, dont la Bretagne est la première région productrice de France. Malgré cette variété de ressources agricoles, le développement économique de l'Argoat reste encore très incomplet. Au hasard des chemins creux, seul un artisanat orienté vers les besoins locaux a pu se maintenir. Pour vaquer à ses occupations par les temps humides, quoi de plus confortable qu'une paire de bons sabots? Vieille technique, utilisant de plus en plus l'électricité et les machines modernes. Vieille technique qui, même rénovée, sont encore insuffisantes pour retenir les habitants de l'Argoat. La grande industrie a négligé la Bretagne intérieure. Celle-ci se vide au profit de régions plus accueillantes. C'est surtout le manque de moyens de communication qui explique ce retard de l'Argoat. Les transports routiers permettent de rompre l'isolement né de la dispersion de l'habitat. De ferme en ferme, de hameau en hameau, les autocars réveillent les campagnes endormies. Grâce au réseau routier, la vie pénètre la Bretagne intérieure. De Loudéac à Pontivy, de Pleurmel à Fougères,
c'est la même succession de petites villes secouant la poussière de leur cadre historique. Voici Fougères, vieille forteresse de la frontière orientale, animée aujourd'hui par l'industrie de la chaussure. Au centre du bassin qui porte son nom, Rennes a conservé de superbes monuments datant des XVIIe et XVIIIe siècles où elle fut une véritable capitale. Encore peu d'industries dans cette ville de 120 000 habitants, mais déjà des industries de transformation, l'industrie automobile, s'y installe à la faveur de la position carrefour en plein cœur de la Bretagne. Contrastant avec l'intérieur, les régions côtières, ou Armor, bénéficient de multiples avantages. Armor signifie le pays de la mer. Ainsi, la mer fournit à l'agriculture des engrais, goémons et varechs qui ne coûtent que la peine d'aller les chercher. Les chevaux bretons trouvent ici un emploi. Le climat aux hivers doux permet la culture des primeurs. Sur la côte nord, un sol plus riche de limon favorise aussi ces cultures qui font la richesse du pays de Léon. Saint-Paul de Léon est le grand marché des artichauts, choux-fleurs et autres légumes. La vente des produits est souvent assurée par des coopératives effectuant des expéditions vers les grandes agglomérations urbaines de France et de l'étranger.